souhaite être durable. Comme je vous l'ai dit, la ville, si vous voulez, sont le creuset, les villes sont le creuset des inégalités. Les villes sont le condensé de toutes les problématiques sociales qu'on peut vivre. C'est là où les premiers indicateurs qui sont, si vous voulez, induits par un certain nombre de vulnérabilités se constatent les premiers. Et j'avais donné tout à l'heure l'exemple de la pandémie de la Covid-19 qui s'est davantage manifestée dans les grandes villes où l'incidence a été extrêmement forte. Maintenant, dans le cadre de la politique nationale urbaine, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de poser un diagnostic sur la situation des villes au Sénégal, du point de vue démographique, du point de vue social et économique, mais ce diagnostic-là, il n'est pas fait à l'échelle centrale, il est fait à l'échelle décentralisée. Et donc on a prévu de faire, si vous voulez, des consultations régionales qui vont se dérouler auprès des 7 pôles régionaux qu'on a identifiés. Parce que oui, vous connaissez les 14 régions du Sénégal, mais sachez qu'il y a une nouvelle réflexion qui est actuellement initiée par le gouvernement du Sénégal, qui consiste à travailler à l'échelle de pôles, les pôles régionaux, qui seraient par exemple le pôle par exemple du Cap-Vert, qui va concentrer certainement Dakar, Thiès, etc. Donc c'est une forme de concentration, si vous voulez, qui permet de donner une plus grande cohérence territoriale à l'action du gouvernement. Donc il s'agit de faire donc le tour de ces pôles, de recueillir les préoccupations dans le cadre de forums comme celui qu'on est en train d'organiser et d'identifier un certain nombre d'actions. Et donc il ne s'agit pas seulement d'avoir une réflexion stratégique, mais il faut également intégrer dans cette politique nationale urbaine ce qu'on appelle un plan d'action prioritaire, comme cela a été fait dans le cadre du PSE. Un certain nombre d'actions prioritaires qu'il faut mettre en place et qui permettent d'avoir un développement urbain durable et harmonisé et structuré. C'est un projet que nous ne portons pas. Comme je vous l'ai dit, les gouvernements nationaux élaborent des politiques et nous on les accompagne. C'est un projet qui est porté par le ministère de l'Urbanisme à travers sa direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, la DGUA. Et donc le processus est en cours, il vient à peine d'être entamé. On a eu des retards au départ, mais à cause des élections locales, mais je pense qu'au mois de mai, on pourra commencer les consultations à l'échelle locale. Voilà un peu c'est quoi une politique nationale urbaine. Ce sont des orientations stratégiques identifiées par l'État du Sénégal dans le domaine du développement urbain, accompagné d'un certain nombre d'actions prioritaires à mettre en place et qui se donnent certainement un horizon. Ça peut être de 2035, peut être relié, si vous voulez, au plan Sénégal émergent, ou peut-être 2050. On ne sait pas encore, mais normalement cette politique se donne une perspective, un horizon. Moi, c'est Mme Diop, Mariama Sen, chef du service régional de la jeunesse de Thiès. Voilà. En ce qui concerne les organisations, est-ce que vous pensez que sur le plan local, vous pouvez accompagner non seulement le gouvernement, mais également des structures d'une valeur internationale, une ONG? Oui, je dirais d'emblée oui, parce que donc, je pense que les services techniques de l'État sont là pour ça. Donc nous sommes là pour porter la politique de jeunesse de l'État du Sénégal, mais aussi travailler, nous ouvrir aux organisations, aux ONG qui sont aussi des partenaires de l'État. Je dis que oui. Sur le plan technique, on sait que c'est au niveau... Il est toujours là, présent, omniprésent même. Parce que comme je l'ai dit, les services techniques de l'État, moi je suis au niveau du service régional de la jeunesse. Donc j'accompagne la politique de jeunesse de l'État du Sénégal au niveau de la région de Thiès. Donc nous sommes là avec la tutelle administrative qui est le gouverneur et messieurs les préfets. Donc pour vraiment trouver toutes les solutions qui se posent donc à la jeunesse. Et comme je l'ai dit aussi, les partenaires
que ce soit des associations, des organisations ou bien des organismes internationaux. Donc nous trouverons toujours sur le terrain. Parce que je pense que ce qu'ils sont en train de faire n'est qu'une contribution donc, dans la mission que l'État est en train donc, de développer. Oui, donc la jeunesse va jouer un rôle important, un rôle déterminant. Je pense que M. Cissé l'a dit dans son intervention, que dans les prévisions d'ici à 2025, voire 2035, la population va doubler, presque doubler, hein, parce qu'il a dit presque moins de 40 millions d'habitants. Donc là, c'est des prévisions. Et donc aussi, on sait que donc, dans ces prévisions, la part des jeunes représente presque 60%. Donc, c'est des indicateurs pour montrer qu'on ne peut rien faire. Donc, en matière de développement, si on ne prend pas en considération cette couche importante de la société, qui est la jeunesse. Et un pays aussi, ça l'État en est conscient, les partenaires aussi en sont conscients, que les enjeux du développement sont sur les épaules de la jeunesse. Donc on a l'habitude de dire, dis-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel peuple vous serez. Donc vraiment, la jeunesse a une grande part à jouer donc, dans tout processus de développement. Oui, l'objectif de l'événement, cet événement, c'est un événement de mobilisation. Un événement de mobilisation des jeunes sur les problématiques locales qu'ils vivent au niveau de leur communauté. L'idée, c'est de faire le point sur le diagnostic que les jeunes font sur l'état des politiques jeunesse à l'échelle locale et après de proposer des solutions. Une fois qu'on a posé un diagnostic, il faut proposer des solutions. Et nous, on souhaiterait que ces solutions que les jeunes vont proposer aujourd'hui soient intégrées dans un document simple, accessible, qu'on appelle une déclaration. Déclaration dans le sens où il ne s'agit plus maintenant il ne faut pas seulement rester sur la centralité économique. Une ville comme Paris, comme Boston, comme New York, elle est construite autour d'une centralité économique. En Afrique, je pense qu'on peut construire des villes qui sont sur une centralité historique, sociale, comme la ville de Touba par exemple. Où là, on a une mosquée autour de laquelle se développe la ville. Et il y a cette vision-là, je pense, qui est de plus en plus acceptée, qu'on peut identifier d'autres formes de centralité qui ne sont pas seulement reliées à l'aspect économique. Aujourd'hui, je sais qu'il est habituellement beaucoup plus important le concert en hauteur, surtout dans une ville comme Dakar, les métropoles. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est également dans les zones rurales, il est très difficile pour une femme d'avoir accès à la terre. Oui. Maintenant, il y a une loi rectificative, mais c'est timidement appliqué. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, les jeunes sont toujours sous couvert de leurs parents. Ils sont dans la maison, en terrain, à usage d'habitation. Est-ce que vous avez pensé à ça? Je pense que ce sont des bonnes propositions. Alors nous, notre rôle à ONU Habitat, c'est d'accompagner les politiques nationales. Ce n'est pas de faire à la place de l'État, mais c'est d'accompagner, si vous voulez, l'État dans les projets qu'il est déjà en train de mettre en place. Nous pensons notamment au programme des 100 000 logements. Je pense qu'il y a cette vision sociale qui est maintenant assez acceptée et qui est intégrée dans les politiques. Je pense qu'il y a cette préoccupation-là de davantage prendre en compte non seulement les jeunes, mais également les femmes, voire les couches les plus vulnérables pour l'accès au logement. Je pense que, par exemple, dans le programme des 100 000 logements, c'est essentiellement des logements sociaux, tel que le programme est décliné. Donc, nous, c'est une vision que nous accompagnons. Nous disons juste qu'il faut, au-delà du logement, réfléchir à la problématique de l'habitat, c'est-à-dire de l'environnement du logement. Parce qu'en général, les gens choisissent de s'établir ailleurs, quelque part, en considérant aussi l'aspect environnemental. Donc, nous pensons qu'on peut mettre en place des politiques urbaines un peu mieux intégrées, qui prennent en compte, si vous voulez, la fonction économique, mais également la fonction sociale et la mobilité et l'accès aux emplois.
l'exemple de la ville de Diamniadio est intéressant. Qui est une ville que l'État, je pense, cherche à développer sur une forme de centralité économique. Il faut peut-être l'envisager également, voir comment est-ce que le potentiel de cette ville peut être mieux développé. Mais nous, en tant qu'ONU Habitat, en réalité, notre rôle se limite vraiment à accompagner l'État, à essayer des fois d'influencer les politiques, mais c'est vraiment l'État qui est au cœur de la prise de décision. Non, j'ai vraiment pas fait de demande. Peut-être parce que les jeunes n'ont pas certainement accès à l'information ou on pense qu'on n'est pas encore habilité à faire ce genre de choses. Non, il suffit simplement d'une demande écrite, photocopie de carte d'identité nationale. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de recommandations. Nous avons un terrain. Ok, ça c'est une première. La deuxième, alors, on a remarqué la jeunesse sénégalaise, parfois lorsqu'ils sont très en colère, c'est des casses de bus, c'est des destructions au champ, comme le mars dernier, mais c'est également le nouveau stade à Blaïwat. Alors, est-ce que cette jeunesse-là, c'est celle-là que vous voulez porter en tant que leader? En fait, quand on voit ce genre de réaction, ça fait peur parce que, comme on dit, la jeunesse, c'est normalement la promesse d'un avenir meilleur. La jeunesse doit montrer l'exemple, c'est la jeunesse qui doit porter le développement. Alors, ce genre de comportement, c'est peut-être, ça peut avoir des causes. Ça peut être une frustration par rapport à l'environnement où ils vivent ou les politiques de développement dont ils ne se sentent pas impliqués. D'où l'intérêt de ce forum, de ce projet de ONU Habitat qui prône l'implication des jeunes dans les politiques de développement. Les jeunes ne doivent plus être mis à l'écart par rapport à la prise de décision, par rapport à la mise en œuvre de projets. Ils doivent être impliqués pour la bonne marche des projets. Ce genre de comportement des jeunes est déplorable et je pense qu'au Sénégal, il y a des jeunes qui montrent l'exemple, des jeunes leaders, des jeunes qui sont conscients, des jeunes qui œuvrent pour le développement. Et je pense que s'il y a des formations, des échanges, des discussions avec les jeunes qui ont ce genre de comportement de colère, qui expriment une colère, on pourrait vraiment aboutir à la création d'éco-citoyens, de l'émergence de nouveaux types de Sénégalais. Et ça se fait à la base, à travers les jeunes. Quel message lancez-vous aux jeunes qui vous suivent pour mieux prévoir, ou bien pour mieux participer au développement de l'habitat? Oui, le message que je lance aux jeunes, c'est de toujours être à la quête de l'information. Parce que tant qu'on n'est pas au courant de quelque chose, qu'il y a des choses qui se font en Afrique, il y a des choses qui se font dans le pays, il ne faut pas donner sa part. Il faut toujours aller à la quête de l'information, se renseigner, s'approcher des personnes ressources. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourrait réfléchir à la méthode, la part qu'on va donner par rapport à la quête du développement. Parce que nous jeunes, le développement, ce n'est pas seulement pour les grandes instances internationales, ce n'est pas seulement pour les adultes, ce n'est pas seulement pour les dirigeants. Le développement, ça commence par nous, par nous-mêmes. L'enfant de 7 ans, l'enfant de 8 ans, le jeune, l'adolescent de 15 ans, le développement, ça nous concerne tous. Il faut être animé d'un sentiment d'engagement, s'engager pour son pays, s'engager pour son continent. À l'issue de cette journée, je ne peux que exprimer ma satisfaction à l'égard de des échanges qu'on a eus, de cette journée que j'ai trouvée particulièrement enrichissante pour ma part. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Je tenais à vous remercier à tous jeunes qui êtes là aujourd'hui avec nous pour votre engagement. Je pense que nous, quand on était plus jeunes, quand on avait votre âge, peut-être qu'on n'était pas aussi engagés que vous, peut-être qu'on était pris dans d'autres activités. Il y en a d'autres jeunes aussi qui sont à votre niveau et qui ne sont pas aussi engagés que vous. Comme le disait le président Kennedy, ne demandez pas ce que peut faire votre pays pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays, et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. En termes de suivi, j'ai hâte de recevoir cette déclaration finale et de la transmettre aux autorités compétentes. Elle va aller jusqu'à Nairobi, puis de Nairobi à New York. Et comme je vous l'ai dit, j'espère que le secrétaire général des Nations Unies le recevra en bonne main et va le transmettre aux autorités locales. Nous sommes heureux d'être à Thiès avec vous. Nous pensons revenir bientôt avec des projets certainement plus structurants. Je pense qu'il y a un mouvement maintenant qui est lancé.
Je pense que maintenant vous connaissez, on se connaît un peu mieux. On connaît un peu mieux vos attentes, vos besoins et vous nous connaissez un peu mieux en tant qu'agence des Nations Unies, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Je pense que ce n'est que le début d'une collaboration que j'espère fructueuse. Merci encore et il y a encore un petit café d'or. Donc pour ceux qui ont de la route jusqu'à Diourbel, Saint-Louis, Dakar, on se revoit bientôt. Merci à tous.